Bon, si vous le voulez bien, pas d'ailleurs, si vous le voulez pas aussi. Oui, si vous voulez pas. Si vous le voulez pas aussi. Hein. Donc on va commencer nos travaux. On a un petit quart d'heure de retard. Ça enchaîne peut-être derrière par d'autres conférences. Il y a quelques retardataires qui étaient inscrits, qui ne sont pas encore arrivés, mais bon, vous connaissez le phénomène salon, hein, où il y a toujours des rencontres imprévues, des décalages d'horaire. Donc on ne va pas les excuser parce qu'on peut penser qu'ils vont encore arriver. Voilà. Donc en tous les cas, merci à ceux qui sont là et qui sont arrivés à l'heure, ou presque. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, mais on avait déjà usé de l'exercice l'an dernier hein, sur une présentation de cette démarche génétique. Donc aujourd'hui, notre sujet sera donc, Thomas, excuse-moi, mais voilà, hein, j'ai pas appris par cœur, excusez-moi, et j'ai perdu mes lunettes. Alors, hein, donc c'est une réflexion que la CTI, ressources zoogénétiques. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par peut-être expliquer ce qu'est la CTI. Donc CTI, ressources zoogénétiques, Quesaco, tout le monde connaît l'expression, mais ce qu'il y a d'avant, peut-être pas, hein, l'acronyme. Donc c'est la commission thématique interfilière des ressources zoogénétiques. Alors, et moi je rajoute, hein, domestique à des fins économiques, hein, parce que vous avez aussi des ressources génétiques, de sauvages. Bon, le vocabulaire, voilà. Donc cette CTI a été créée il n'y a pas très longtemps, en 2020. Pour les plus anciens d'entre nous, vous devez vous rappeler des CNAG, hein, les Commissions nationales d'amélioration génétique, qui étaient donc pilotées par le ministère de l'Agriculture et qui ont considéré qu'elles étaient trop consanguines. C'est-à-dire qu'on trouvait des gens de la génétique, recherche, enfin, voilà. Et donc, la CTI a pour objet hein, d'ouvrir le débat, donc bien sûr autour de l'axe principal qu'est la génétique, mais d'ouvrir le débat avec les filières d'aval, avec l'environnement, hein, on parlait de l'OFB tout à l'heure, hein, donc toute une composition dont je vais vous faire grâce, mais il y a une représentation beaucoup plus large. Hein. Voilà, donc la CTI, bah, c'est 5 familles d'espèces, hein, vous les voyez, je peux les citer, mais vous avez peut-être vos lunettes, vous n'en avez pas besoin, et donc vous le voyez. Hein. Donc vous avez bien sûr l'apiculture, l'aviculture. Dans l'aviculture, vous avez 12 espèces. Vous avez l'aquaculture, 18 espèces, porcins, ruminants, les porcins et les ruminants, vous avez les 3 espèces ruminantes. Voilà. Et donc sont présents, comme je vous disais tout à l'heure, donc les associations spécialisées, syndicalisme, vous y trouvez les organismes de sélection, les entreprises de sélection et les interpros, auxquels s'ajoutent hein, les académies techniques et recherche et administration. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Ok. Oui. À noter donc dans les espèces qui figurent, ne figure pas le cheval, puisque oui. France Agrimaire ne traite pas le cheval, mais on travaille en très bonne intelligence avec l'IFCE et avec la commission génétique Asine et Equine, et on remercie d'ailleurs Sophie d'être présente, et c'est la preuve voilà, de cette bonne coopération entre nos deux structures. Voilà, donc cette CTI, hein, très rapidement, quel est son rôle? Donc bien sûr, c'est de favoriser, je le disais, les échanges entre les acteurs socio-professionnels de la génétique animale et les filières de production animale. Les instituts techniques, la recherche, l'enseignement supérieur, l'administration. On aurait pu mettre environnement aussi, mais bon, c'est sous-entendu. Hein. Et en lien avec les conseils spécialisés concernés. C'est-à-dire que cette CTI, vous avez les conseils spécialisés hein, de chaque filière. Et donc on est en lien. Hein, on est en lien au niveau des... Donc nous, la CTI... On est un organe de réflexion et d'avis. Hein. On n'est pas une commission de décision. Hein. On est une commission qui donne son avis. Mais il est quand même considéré, notre avis. Hein. On pourrait penser que... Non, il est considéré. Voilà. Donc, dans quel but? D'orienter les évolutions des pratiques et des stratégies de filière en matière de gestion de ressources zoogénétiques. On retrouve bien hein, cette ressource zoogénétique. Assurer le suivi économique des filières génétiques animales et leur compétitivité. Donc, je dirais que quand on parle du suivi économique, il y a 2 axes. Il y a le suivi économique, vous en aurez un exemple tout à l'heure, qui est la macroéconomie de chaque filière, hein, en termes d'apport ressources, en termes d'apport à l'international, etc. Et
vous avez aussi le suivi de l'accompagnement financier de l'État dans le cadre notamment du CASDAR et des accompagnements financiers que France Agrimer a complétés et de la R&D pour les différentes espèces. Donc participer à la politique d'orientation de ces filières en assurant le suivi des dispositifs réglementaires et d'appui public. Donc c'est là où on a effectivement avec les services de l'État, des GPE qui sont là, entre autres. Vous êtes toujours en première ligne sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est ce qui est et qui a beaucoup préoccupé notamment les ruminants. Donc on s'en excuse auprès des autres espèces parce que les ruminants vous bouffent beaucoup de temps et vous donnent effectivement peu de temps d'expression. Et on est en train de travailler à rééquilibrer tout ça. Et on est quand même en train de sortir de la mise en application de ce règlement zootechnique européen par sa transcription dans le code rural, etc. Donc on va pouvoir, je pense, passer, et c'est la suite de notre propos, on est en train de passer au réel objet de la CTI, qui est quand même cette réflexion et cette stratégie et avec des objectifs. Et donc bien sûr, favoriser la diversité génétique animale domestique en tant que levier d'adaptation des cheptels aux défis de la sécurité alimentaire, du changement climatique et de la transition écologique. À ce sujet, hier, avec Thomas, nous étions en conseil d'orientation de France Agrimer, parce que les présidents de CTI comme les présidents de CS siègent au conseil d'orientation de France Agrimer. Et donc hier, il nous a été présenté les indicateurs de souveraineté. Et après un travail que l'on a conduit, peu importe, il y a donc aussi un indicateur de souveraineté génétique, en considérant que la génétique, Thomas adore ce terme, est le microprocesseur de l'élevage et des filières. Donc hier, il y a sur à peu près 80 slides qui nous ont été présentés, il y a un slide, mais on n'est pas les seuls à en avoir qu'un, vous en doutez bien, il y a un slide qui a été présenté sur effectivement l'indicateur génétique de cette et sa contribution à la souveraineté nationale. Donc ça c'est et on vient de rencontrer, on peut le dire, le directeur de l'OFB. Donc monsieur, excusez-moi, j'ai pas, comme il ne m'a pas donné sa carte, j'ai pas son nom en tête. Voilà, et donc Thomas pourra vous en dire un peu plus. Alors ce que je voudrais vous dire aussi, c'est vous présenter Marie-Hélène Angot. Excuse-moi, j'aurais dû le faire d'entrée, parce que Thomas est notre référent administratif, mais il était quand même un peu seul, même si ses collègues arrivent quand même à lui donner des coups de main. Et on a renforcé l'équipe. Donc Marie-Hélène, qui est je ne vais pas dire en fin de carrière, parce que voilà, mais elle nous a rejoints et il y a une grande expérience, voilà, et notamment en termes de génétique une très très longue expérience dans tous ces milieux-là. Et aussi, on vous dira ce qu'il en est. Donc cette CTI, slide suivant, je suppose, ou le précédent, je ne sais plus. Non, le tout premier. Non, mais le tout premier, là, génétique de main, voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est que au sortir de toute cette période de mise en place, en plein dans le Covid, de mise en place de ce règlement européen, et puis que les gens apprennent à se connaître, donc on entre effectivement dans cette phase de réflexion. Et c'est là où vous voyez donc quelle génétique animale pour l'élevage de demain. Donc on parlait de souveraineté, on parle d'indicateurs, on parle de beaucoup de choses. On est donc en plein dedans. Et donc on va vous présenter, là je vais donner la parole à Thomas, donc on va vous présenter, pour certains d'entre vous, vous avez contribué bien entendu, vous présenter le fruit de nos réflexions et qui seront la rampe de lancement de la suite à donner. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Luc. Donc, d'abord faire un rapide point sur d'où partons-nous, puisque si on veut réfléchir à demain, il faut déjà voir d'où on part. Une deuxième partie, une réflexion sur les liens entre souveraineté génétique et souveraineté alimentaire, et vous présenter un peu l'état de la réflexion au sein de la CTI zoogénétique de France Agrimer. Alors, là, on n'est que dans une phase de réflexion. Pour l'instant, les choses ne sont pas arrêtées. Mais c'est toujours intéressant aussi d'en débattre, de voir aussi quels échos ça peut susciter. Et puis, on aura enfin un focus sur le lien entre R&D, science et biodiversité animale. Alors, c'est vrai qu'en termes de vocabulaire, on parle beaucoup de génétique. Et en fait, nous, on commence à se dire finalement ce dont on traite, au-delà de la génétique animale, on traite de la biodiversité domestique animale. Voilà.
Et donc, pour ça, vous m'entendrez souvent parler de biodiversité domestique. C'est vraiment un point qu'on veut mettre en avant parce qu'on estime que c'est un facteur très important en termes de résilience, en termes de souveraineté stratégique. Donc, la première partie, donc d'où partons-nous? Donc, la génétique animale française ou la biodiversité au service de l'élevage et des territoires. Bon, c'est un lieu commun, tout le monde le sait. La France, c'est une grande diversité climatique et géologique. Elle est même quasiment unique au monde, en tout cas par rapport à la superficie. C'est sûr que si vous comparez avec la Chine ou les États-Unis. Mais néanmoins, si vous rapportez la diversité domestique à la surface du pays, on est certainement le pays qui a la diversité la plus élevée au monde dans les espèces domestiques. Donc, c'est quelque chose de patrimonial, puisque cette diversité s'est créée au fil des siècles par les éleveurs qui ont développé les différentes races, les différentes espèces, dans une symbiose avec les territoires, ce qui fait qu'on peut parler de patrimoine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diversité domestique, elle est souvent vue uniquement sous l'angle patrimonial, c'est-à-dire et même folklorique. C'est pour le Parisien que je suis, ah bah tiens, quelle va être la race de vache cette année sur l'affiche du salon, quoi. Mais nous, le travail qu'on essaye de faire à la CTI, c'est de montrer que cette biodiversité domestique, c'est pas que du folklore, c'est pas que du patrimoine, c'est aussi une activité économique qui fait vivre des territoires, qui fait vivre des éleveurs, qui fait vivre des industries. Et donc, quel est son impact dans l'économie agricole et comment la développer. Donc, cette biodiversité domestique est un patrimoine, mais riche d'avenir. On a 50 races de vaches, 58 races de moutons, 14 races de chèvres, 40 races et variétés hybrides de porcins, 53 races de chevaux et d'ânes, donc là je parle sous le contrôle de l'IFCE, 11 espèces de volailles, 17 espèces de poissons, coquillages et crustacés, et demain les insectes, on en parlera tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que c'est quand même assez exceptionnel. Et que maintenir cette biodiversité, c'est préserver notre souveraineté, on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi promouvoir notre modèle agricole et alimentaire. Alors, tout le monde connaît le fait qu'on a toutes ces races de vaches, on peut les voir là au salon, elles sont en exposition, tous les ans au salon, on est très fiers d'aller les voir, d'aller les saluer. Mais des choses peut-être qu'on sait moins, par exemple sur la volaille, on est le seul pays au monde qui fait de la sélection sur l'ensemble des espèces de volailles domestiques. Beaucoup de pays vont faire de la sélection sur le poulet, sur la poule pondeuse, mais nous on fait aussi de la sélection sur la pintade, sur la caille, sur le pigeon, sur le gibier, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. De la même façon, sur les poissons, coquillages et crustacés, on couvre presque tout le spectre, en tout cas des espèces principales, on va dire. Et pas simplement les poissons, on va aussi faire les huîtres, on va aussi faire les crevettes. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on a quand même une richesse et une polyvalence qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, cette biodiversité est au service des territoires, puisqu'elle va contribuer au développement de filières agricoles. On a des entreprises de sélection animale qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, y compris dans les territoires, dans le domaine ultramarin. Parce qu'il ne faut pas les oublier, on a des races aussi adaptées à ces territoires. Et ça, c'est très intéressant dans le contexte de changement climatique, parce qu'ils vont être confrontés à des situations climatiques auxquelles, sur le territoire métropolitain, on risque aussi d'être confronté. Et donc là, en termes d'expérience, il y a des choses très intéressantes. Et donc tout ça est porteur d'avenir et de sens. C'est une activité économique indéniable. Rien qu'en ruminant, par exemple, on a plus de 100 000 éleveurs qui contribuent à la mise en œuvre des programmes d'amélioration génétique. C'est-à-dire quasiment un éleveur sur 3, un éleveur sur 4. Donc c'est aussi des compléments de revenus derrière. Et puis c'est aussi des services de conseil, des services d'accompagnement. Donc il y a toute une économie qui est générée par cette activité de génétique. Donc le patrimoine génétique est un atout pour répondre à des besoins très variés des éleveurs, selon des conditions de production et des besoins de filières adaptés au marché. Voilà. On a donc une palette qui va permettre à chaque éleveur de choisir la synthèse génétique la plus appropriée à son type de production et à ses objectifs, en fonction des conditions de sol, de climat, de filière, de commercialisation. Donc effectivement, la génétique, c'est le microprocesseur de l'élevage.
Donc vous avez vu que le plan de souveraineté de l'élevage vient d'être rendu public. Le premier pilier de ce plan de souveraineté, c'est produisons ce que nous consommons. Si on prend l'analogie avec un téléphone portable, si on veut produire un téléphone portable, il faut un microprocesseur. Et c'est la capacité du microprocesseur du téléphone qui va définir la capacité technique de votre téléphone, sa robustesse, sa résilience, etc. Eh bien, en plus, un microprocesseur dans un téléphone, c'est tout petit et c'est pas cher. Mais si vous n'avez pas le microprocesseur, vous n'aurez pas le téléphone. Et on a la chance en matière d'élevage de l'avoir, ce microprocesseur, c'est-à-dire d'avoir toute cette génétique, et pas simplement sur le iPhone ou sur le Samsung, puisqu'on a une telle diversité d'espèces qu'on a absolument toute la gamme des téléphones portables, enfin toute la gamme de l'élevage. Voilà. Donc, on a vraiment là un enjeu stratégique, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé pendant le Covid. Quand les usines de microprocesseurs se sont arrêtées en Asie, bah, toute la chaîne s'est arrêtée. Voilà. Si demain, on veut faire du poulet à croissance lente, eh bien, celui qui a la génétique du poulet à croissance lente, il a la capacité de faire cette production. Et si au contraire, il n'y a aucun pays au monde qui fait de la recherche sur ce poulet à croissance lente, on pourra toujours avoir le vœu pieux un jour de faire des élevages de poulets plus respectueux du bien-être, mais si aucune entreprise n'investit dans cette sélection spécifique, on ne le fera jamais. Et ça, ce poulet à croissance lente, on l'a en France parce que ça correspond à notre historique, à notre demande, à nos besoins, etc. Donc on a vraiment un enjeu stratégique. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, de la sélection dans le domaine porcin, eh bien, les élevages de sélection, c'est seulement 77 élevages en France qui produisent 12 500 truies, et par des phénomènes de multiplication, des processus de multiplication, de croisement, etc., ces 77 élevages et 12 500 truies vont donner plus d'1 million de truies dans 10 000 élevages. Donc on voit bien qu'on a une pyramide. On voit bien l'aspect stratégique du sommet de la pyramide. Et si on perd ce sommet-là, eh bien, il y a un risque que toute la pyramide s'effondre. Et que celui qui contrôle la tête de la pyramide va influer sur la manière dont les élevages in fine vont être menés. Donc maintenant, si on essaye de montrer, de valoriser cet effet levier de la pyramide, là on a pris l'exemple chez les ruminants, on s'est basé sur un travail qui avait été fait par Race de France. On a essayé de calculer la valeur de la ferme bovine française. Donc, si on regarde la valeur des femelles, qui est le capital animal, alors la génétique c'est aussi de la reproduction. Donc là, ces bovins, qui soient lait, viande, et ces moutons, ces caprins, sont tous issus quelque part de races ou de noyaux génétiques. Donc, les chiffres datent peut-être un peu, mais c'est pas grave, ce sont des éléments de grandeur qui sont importants. Donc on a estimé que le cheptel ruminant a une valeur, un capital, représente un capital de 13 milliards d'euros. Et ce cheptel ruminant va donner des produits, du lait, de la viande. Et encore, on ne compte pas le quatrième quartier. Là, on s'est vraiment concentré que sur le lait et la viande. Donc si on estime la valeur totale des produits issus de ce capital animal, de ce capital de reproduction, on a, grosso modo, un revenu de plus de 15 milliards d'euros. Si on ajoute à ça les exportations, donc c'est-à-dire des animaux qui sont obtenus par reproduction mais qui ne sont pas abattus, donc on ne peut pas les comptabiliser dans la viande, entre les exports de bovins maigres, d'ovins, de reproducteurs, etc., on a un peu plus d'1 milliard d'euros pour la vente d'animaux à l'export. Et encore, ce chiffre est sous-estimé puisqu'on n'a pas ajouté les exportations de semences bovines ni les exportations d'embryons bovins. Bon, mais pas, on n'arriverait pas à 1 milliard de plus, donc ce ne serait pas significatif. Mais enfin, tout ça pour dire quand même qu'on a 1,4 milliard de produits à l'export. Donc, à partir d'un cheptel de 12 milliards qui est issu du noyau génétique dont on a parlé tout à l'heure, du haut de la pyramide, on arrive
à un produit total de 16 milliards. Donc ça commence quand même à être intéressant en termes de rapport et en termes de contribution à l'économie. Mais par contre, on a un problème de décapitalisation qui est souvent irréversible ou difficile à compenser. Donc comment est-ce qu'on maintient un système génétique performant dans une perspective où l'élevage quand même souffre beaucoup? Donc ça pose la question du lien entre souveraineté alimentaire et souveraineté génétique. Donc la souveraineté alimentaire de définir le système agricole et alimentaire. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas simplement l'auto-approvisionnement. Ça va au-delà de ça. C'est quel type d'élevage, quel type d'agriculture. Donc le rôle de la souveraineté alimentaire, il y a 4 rôles principaux. D'abord, répondre à des besoins en termes de volume, répondre à des besoins en termes de type de produit, répondre à des attentes sociétales et environnementales, et enfin répondre aux défis de demain. Donc pour répondre aux besoins de volume, nous on considère que la diversité domestique va permettre de répondre à ces besoins en adaptant le matériel génétique au milieu. Donc du fait de cette richesse dont on dispose, on a la capacité de continuer de produire, même dans des situations qui ont évolué. Pour répondre aux besoins, au type de produit, pareil, cette diversité d'espèces et raciales va contribuer à diversifier la production et va permettre d'offrir un panel plus large de produits. Donc c'est à la fois pour le consommateur le fait d'avoir une diversification d'aliments, c'est aussi pour le producteur le fait d'être sur des marchés différents, une forme de segmentation de marché et de faire des productions qui vont être différentes et qui vont pouvoir lui permettre d'avoir du revenu complémentaire ou en tout cas de diversifier sa source de revenus. La diversité raciale et génétique va aussi permettre d'adapter au mieux les animaux au milieu et aussi de valoriser les ressources naturelles, donc de répondre aux attentes sociétales et environnementales. Enfin, cette diversité de la ferme France, avec cette grande diversité d'espèces et de races, permet d'offrir une capacité d'adaptation face au changement climatique et donc de garantir une garantie de maintien de la souveraineté. Donc quelques exemples. Donc produire ce que nous consommons, c'est-à-dire répondre aux besoins. Donc répondre aux besoins au niveau des volumes. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la viande ovine, la France est déficitaire, c'est un secret pour personne. Néanmoins, par la diversité génétique et par la sélection, on peut contribuer à faire baisser ce déficit en augmentant la productivité numérique. Donc en travaillant sur de la sélection, sur la fertilité, la prolificité, la résistance aux maladies, donc la diminution de la mortalité, on peut augmenter notre production et notre productivité. On va aussi répondre aux besoins au niveau du type de produit. Donc, tout à l'heure, je parlais du poulet à croissance lente, qui sont des souches sélectionnées avec une différence gustative marquée, des avantages en termes de bien-être animal. Donc là, on a un poulet qui répond aux attentes sociétales et aux attentes des consommateurs. Et donc, qui va aussi permettre de générer un revenu supérieur aux éleveurs, notamment s'ils s'engagent dans des reconnaissances, des signes de qualité, etc., etc. Néanmoins, la génétique française, c'est aussi une source d'exportation. Et cette exportation, elle est aussi source de souveraineté. Elle est source de souveraineté à 2 niveaux. D'abord, un niveau très basique, un niveau économique. C'est-à-dire que la génétique française est le 4e solde du commerce extérieur agricole. Si on regarde en termes de chiffre d'affaires de l'export, c'est sûr que les exports d'animaux et de génétique sont petits si vous comparez au vin, aux céréales ou même à la viande. Mais si vous vous placez du côté du solde, et lorsqu'on est un chef d'entreprise à la fin de l'année, ce qui compte, c'est quand même le solde, et bien là, par contre, on voit qu'on a 316 millions, on avait en 2022 316 millions d'euros de solde du commerce extérieur. On est en train de finaliser les chiffres pour 2023, qui vont être encore meilleurs, puisque rien qu'en génétique aviaire, on va passer d'un solde positif l'année dernière de 90 millions d'euros à cette année 173 millions. Donc ça veut dire que voilà,
Et ce sol du commerce extérieur, lorsqu'il va, par exemple, dans des entreprises de sélection porcine, dans des entreprises de sélection aquacole, et bien après, il est réinvesti dans de la R&D en France. Et c'est ce solde qui permet d'avoir un niveau génétique très haut en France qui va bénéficier aux éleveurs français. C'est un peu on peut faire une analogie avec Air France et Airbus. Qu'est-ce qui permet à Air France d'avoir les meilleurs avions du monde des Airbus? Ce n'est pas uniquement la capacité d'Air France d'acheter des avions. C'est le fait que Airbus exporte ses avions partout dans le monde. Il y a des clients partout dans le monde qui permet à Airbus d'avoir ce niveau de technicité très élevé dont bénéficie Air France et dont bénéficient les voyageurs français. Donc la génétique, c'est un peu pareil. Et au-delà de cet aspect purement quantitatif, il y a aussi un aspect de souveraineté en matière d'influence en termes de choix d'élevage. Par exemple, si vous prenez une boîte d'œufs dans le monde, n'importe où, un œuf sur 6, la génétique est made in France. Voilà. On sait que l'œuf, c'est la protéine du futur. C'est pas très cher à produire. Tout le monde peut avoir quelques poules. Et puis, il n'y a pas besoin de frigo pour la transporter. Donc, on sait que c'est une protéine qui se développe beaucoup. Donc, être en capacité d'être prescripteur de génétique sur un œuf sur 6 dans le monde, ça veut dire avoir une puissance scientifique, une puissance stratégique, une puissance d'influence. Alors c'est vrai que les entreprises de sélection qui font la recherche sur la génétique des œufs dans le monde, il y en a 3, 4 3. Il y a 3. Ce ne sont pas des entreprises françaises, c'est vrai. Mais elles sont toutes implantées en France. Elles ont toutes des centres de recherche en France. Donc ça veut dire qu'on a une capacité d'attraction, d'attractivité, d'entreprises avec des scientifiques du haut niveau, etc. Et ça, le fait que ces entreprises soient en France, ça a aussi une influence sur la manière dont elles mènent leur schéma de sélection. Et donc, en termes d'influence, c'est quand même très important. Un autre marqueur d'influence, les mots charolais, limousine, Montbéliarde, blonde, sont prononcés à la française sur tous les continents. Il y a assez peu de mots français que vous prononcez de la même façon en Chine, en Arabie, en Équateur, au Canada. Enfin, si au Canada, ils parlent français, donc c'est un mauvais exemple. Aux États-Unis, voilà. Donc, et quand vous exportez de la limousine, quand vous exportez de la Gascogne en Équateur, là j'ai appris récemment qu'ils exportaient de la Gascogne là-bas, en fait, vous n'exportez pas que de la génétique. Vous exportez de l'alimentation animale, vous exportez du médicament vétérinaire, vous exportez du conseil, des bâtiments, des équipementiers. Et donc, c'est toute une... Et puis vous exportez une vision de l'agriculture, qui est une vision de l'agriculture plutôt familiale, etc. Et donc, c'est un vecteur d'influence extrêmement important. Et quand vous avez des éleveurs qui viennent en France pour se former, ou des étudiants qui viennent en France pour se former, pareil, quand ils rentrent chez eux, c'est des vecteurs d'influence. Donc c'est très important. Maintenant, cet export qui est très important pour la filière de génétique animale est sous menace permanente. Bien sûr, il y a les crises sanitaires, l'influenza aviaire, la fièvre porcine africaine et récemment la maladie hémorragique épizootique. Et puis les crises géopolitiques. Voilà, il y a un certain nombre de pays, je ne le citerai pas ici. On sait que l'agroalimentaire en général et la génétique en particulier, c'est souvent la variable d'ajustement lorsqu'il y a une crise. Avec la difficulté, c'est que les produits que nous exportons sont des produits qui ne peuvent pas être stockés. Quand vous exportez des poussins d'un jour, si le marché est fermé, malheureusement, voilà, il n'y a pas de solution de débouché, quoi. Donc on a vraiment besoin, et ça, il y a eu un très fort renforcement qui a eu lieu depuis un peu plus d'un an, d'un fort soutien de l'État en matière d'accompagnement, de certification sanitaire, etc. Et là, on doit quand même dire que depuis un an, le bureau export de la DGL, France Agrimaire ont renforcé leurs besoins, suite d'ailleurs à un courrier du président de la CTI, enfin ça a contribué, je pense. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une équipe de France qui est en ligne pour l'export, pour faire rayonner notre génétique animale. Donc on a aussi des enjeux de R&D et d'innovation qui sont fondamentaux pour garder notre rang au niveau mondial. On a des pôles de recherche et de développement qui sont portés aussi bien par des structures publiques que des structures professionnelles ou par des entreprises.
Et donc ces pôles de recherche permettent de tirer le meilleur profit de notre biodiversité domestique et de la faire évoluer tout en contribuant à préserver la variabilité génétique suffisante. La France est reconnue au niveau international pour la qualité, la technicité de son expertise scientifique, qui contribue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à attirer de grands groupes internationaux en France, qui sont implantés en France. On a aussi des entreprises françaises qui se déploient à l'étranger. Donc par exemple, en génétique porcine, le 3e acteur mondial de la génétique, c'est un Français, c'est Axiome, qui a des centres de recherche dans différents continents. Et donc tout ça contribue à renforcer la dynamique. Et c'est important aussi que nos entreprises aient des clients, aient des contacts, aient des filiales dans les pays du Sud. Parce que ces pays sont confrontés à des conditions climatiques qui seront certainement celles que nous allons être amenés à subir dans les années qui viennent. Donc on est là dans une coopération qui n'est pas simplement nord-sud, on est aussi dans une coopération sud-nord, voire une coopération sud-sud. Parce qu'on peut avoir aussi des projets avec des acteurs français, des acteurs des pays du Sud pour aller faire de la coopération dans d'autres pays du Sud. Par exemple, là, on a un projet en ce moment pour travailler dans la génétique ovine avec des acteurs du Maroc pour ensuite aller apporter cette expertise franco-marocaine en Mongolie. Voilà. Les enjeux pour le futur. Donc, comme l'a expliqué Jean-Luc, le président de la CTI, anticiper pour préparer l'avenir, c'est l'ADN de la sélection animale. C'est ce qu'on a toujours fait et qu'on continue de faire. Donc, au sein de la CTI, nous avons établi un processus collectif de réflexion qui a pour objectif d'élaborer une proposition commune, une feuille de route de la génétique animale. En tout cas, au sein de la CTI, on mène la réflexion sur les espèces qui nous concernent. Et bien entendu, on tend la main à nos amis du cheval pour aussi contribuer, s'ils le souhaitent, de façon à ce qu'on ait une feuille commune. Parce que les enjeux qu'on a expliqués précédemment sur la biodiversité, sur l'export, nos amis du cheval ont exactement les mêmes problématiques, les mêmes enjeux et les mêmes atouts. Donc on a fait des groupes de travail, un par espèce, et on a considéré que la question de la souveraineté alimentaire, la souveraineté génétique, en fait, il y avait 5 thématiques, 5 axes qui permettaient de la construire. Une thématique économique, une thématique de biodiversité et de changement climatique, une thématique sanitaire, une thématique scientifique, une thématique territoriale et culturelle. Et c'est les interactions entre ces 5 thématiques qui nous permettent de bâtir notre souveraineté génétique, notre souveraineté alimentaire. Donc là, par exemple, sur la souveraineté économique, donc, il y a 4 points qui sont ressortis de notre réflexion. Le premier point, c'est faire reconnaître la génétique comme un levier de performance des exploitations. Là, on s'est rendu compte en fait que la génétique animale était mal connue, était mal perçue à tous les niveaux, que ce soit le grand public, que ce soit les décideurs, que ce soit les médias. Quand on parle de génétique animale, les gens s'imaginent le docteur Mabuse dans une blouse blanche en train de faire des OGM, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc, notre premier axe, c'est déjà un axe de communication, d'information. Donc là, on y contribue un peu. Avec Marie-Hélène, Marie-Hélène a contribué à faire des fiches thématiques. On a une fiche par espèce pour justement démystifier. C'est un peu la génétique pour les nuls, quoi, et démystifier un peu ce que c'est, de façon à ce qu'ensuite on puisse aller porter la bonne parole, que ce soit dans les ministères, dans les lycées agricoles, un peu partout. Un axe de souveraineté économique très important, c'est de maintenir la compétitivité à l'international. On en a parlé, et ça c'est vital, parce que surtout dans une phase de décapitalisation, c'est cet export qui nous permet souvent d'avoir les moyens de maintenir notre recherche, puisque avec les nouvelles technologies, les besoins financiers pour la recherche sont quand même de plus en plus lourds. Mais ce n'est pas que des histoires d'argent. C'est aussi des histoires scientifiques. Par exemple, on en parlait tout à l'heure avec le directeur de l'IFIP, si vous voulez maintenir le niveau génétique porcin, vous avez quand même besoin d'avoir une population de référence assez conséquente. Or, avec la diminution du cheptel en France, vous avez besoin d'avoir
d'autres animaux à l'étranger qui vont vous permettre de recueillir des données, en plus dans d'autres contextes, et donc qui vont vous permettre d'affiner, d'améliorer votre modèle génétique. Donc le fait d'exporter, ce n'est pas simplement une question financière, c'est aussi une question scientifique, c'est aussi une question de qualité du modèle génétique, du modèle statistique. Un point important de la souveraineté économique, c'est le dispositif d'aide publique. On a la chance d'avoir un ministère qui soutient la génétique animale, ça c'est historique, à travers différents dispositifs, que ce soit le CASDAR, que ce soit un budget dédié, ce qu'on appelle le 149, mais il y a aussi d'autres dispositifs. Il y a le crédit impôt recherche, qui est très important. Il y a les différents appels à projets, France 2030, les projets France Relance, etc. Donc on a la chance, par exemple, dans le cadre de France 2030, sur la première relève, sur les 5 dossiers qui ont été retenus dans France 2030, il y en a un qui concerne spécifiquement la génétique animale, c'est le dossier Méthane 2030, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un projet structurant. Donc c'est 5 millions d'euros que va apporter l'État dans ce projet, qui va travailler sur les leviers pour diminuer la production de méthane dans les cheptels ruminants. Et un des leviers, c'est le travail sur la génétique. Donc on estime aujourd'hui l'objectif, c'est grâce à la génétique, faire baisser de l'ordre de 15% les émissions de méthane par les ruminants, ce qui est quand même assez significatif. Et après, dans les axes de souveraineté économique, là c'est plus une problématique interne aux filières elles-mêmes. C'est le fait qu'on a des filières qui sont quand même fragiles, notamment vis-à-vis des compétiteurs internationaux et qui ont besoin de se structurer. On a un phénomène de concentration du monde de la génétique. On l'a dit tout à l'heure, en volaille, des entreprises de sélection dans le monde, il y en a aujourd'hui 5. En porcin, on n'est pas très loin de ce nombre. Alors, en ruminants, c'est encore un peu diversifié. Néanmoins, sur certaines grandes races comme les Holstein, on voit bien qu'il y a aussi des phénomènes de concentration qui sont en train de se passer. Si on prend l'aquaculture, c'est beaucoup de PME, beaucoup de petites entreprises. Et on voit que là aussi, on a des phénomènes de concentration au niveau mondial qui sont en train de se passer. Donc, on a réellement besoin d'une structuration de ces filières de façon à ce qu'elles puissent mutualiser des besoins, par exemple en termes de recherche, etc., mais aussi pour pouvoir se faire entendre auprès des pouvoirs publics. Donc heureusement, il y a des associations, il y a des syndicats comme le CISAF qui aident, mais après, il y a aussi peut-être besoin de structuration au niveau économique. Voilà. En ce qui concerne la souveraineté, l'axe sanitaire de la souveraineté, là, il y a aussi 4 points qui sont ressortis de nos réflexions. Le premier, c'est de la prise en compte de la génétique dans la définition des politiques sanitaires et dans leur mise en œuvre. C'est-à-dire que la guerre se prépare en temps de paix. Voilà. Donc, par exemple, heureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore la fièvre porcine africaine. Et donc, si un jour cette fièvre porcine africaine arrive, il faut que dans le plan sanitaire d'urgence, il faut que les points spécifiques à la génétique aient été pris en compte avant. On a failli avoir cette difficulté avec l'influenza aviaire l'année dernière, puisque pour la première fois, certaines entreprises du secteur de la multiplication ont pu être affectées par l'influenza. Et donc ça entraîne quand même des conséquences derrière, pas tellement pendant la crise, mais après la crise. C'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, on revient à la pyramide. Si le haut de la pyramide a été touché, et qu'il faut redémarrer la production, ça peut générer des tensions. Donc il faut l'avoir préparé à l'avance. Donc ça, c'est un travail que les filières mènent en concert avec la DGL et qui aujourd'hui est quand même bien avancé. Malheureusement, parce que comme on a eu l'expérience d'avoir quelques crises à répétition, c'est quelque chose auquel les acteurs, aussi bien côté institution que entreprise, sont familiarisés. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait une réflexion sur, par exemple, si on prend l'influenza aviaire, on sait qu'à l'avenir, même si la campagne de vaccination donne de très très bons résultats au niveau préventif, et on voit bien que cette année, pour l'instant, il n'y a pas de crise d'influenza aviaire, et pourvu que ça dure,
Néanmoins, on n'est pas à l'abri que demain, il y ait une nouvelle crise. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les professionnels eux-mêmes réfléchissent à comment ils se structurent, y compris au niveau territorial, au niveau spatial, de façon à être le moins infecté possible si jamais une nouvelle crise devait survenir. Donc un autre axe dans l'aspect sanitaire, c'est l'indemnisation de la valeur génétique des animaux, de façon à ce que si vous êtes amené, et c'est le cas de la MHE par exemple, si vous êtes amené parfois à indemniser des animaux parce qu'ils ont subi une mortalité, ou si vous êtes dans un cas où vous êtes malheureusement amené à euthanasier des animaux pour des raisons sanitaires, eh bien, il faut que l'indemnisation prenne aussi en compte le volet génétique. Donc ça, c'est une discussion aussi qui est menée avec la DGL, et c'est quelque chose qui fait l'objet de groupes de travail réguliers, de façon à ajuster les barèmes et, en fonction de ce niveau. Un autre sujet important en termes de souveraineté sanitaire, c'est ce qu'on appelle la compartimentation. Donc la compartimentation, c'est une nouvelle approche de la gestion sanitaire. Jusque-là, l'approche française et européenne en général, c'était de dire qu'on était relativement protégé des grandes maladies animales. Toutes les pestes animales étaient des maladies exotiques. Et donc, comme notre territoire était indemne, eh bien, si cette peste était introduite sur le territoire, par notre force d'action sanitaire rapide, on réussissait à circonscrire la maladie, on éradiquait la maladie, et donc on retrouvait un statut indemne. Et ça a marché très 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 bien pendant des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on est confronté à un nouveau phénomène, l'apparition de maladies vectorielles, où quand vous avez des méthodes d'éradication, de toute façon, le moustique, il a 30 km d'avance sur vous, donc vous êtes toujours en retard d'un moustique, voilà, sur le front de progression de la maladie, où on est aussi face à des risques que les maladies soient endémiques, voilà, notamment bon, l'influenza aviaire par exemple, où là, la méthode d'éradication, bien sûr qu'elle est toujours pertinente, mais pour la génétique, on y revient avec notre pyramide. Si vous éradiquez le haut de la pyramide, vous risquez d'avoir un problème. Donc pour le secteur très particulier, très spécifique de la génétique, où en règle générale, on a des systèmes de production qui sont très isolés de leur contexte, avec des mesures de biosécurité qui vont très souvent au-delà de ce qui est requis pour les élevages classiques. Là, l'idée, c'est de réfléchir peut-être une prise en compte de cette compartimentation, de cette mesure de biosécurité très spécifique qui devrait permettre de continuer les échanges internationaux, même dans un contexte dégradé. L'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, ce qu'on appelait avant l'OIE, prévoit dans son code pour les animaux terrestres, mais aussi dans son code pour les animaux maritimes, son code sanitaire, elle prévoit l'application de cette méthode de compartimentation. Et là, l'enjeu, et on revient à la question de la souveraineté, c'est que c'est une approche qui est assez nouvelle en matière de gestion du risque sanitaire lié aux exportations. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à convaincre les pays importateurs de la faisabilité, de la viabilité de ces outils et de cette nouvelle approche. Et donc là, c'est un travail de très très longue haleine, c'est un travail de diplomatie sanitaire, pour éventuellement réussir à convaincre des interlocuteurs que cette approche serait possible. Néanmoins, même si aujourd'hui on n'en est pas encore là, il faut commencer à y réfléchir parce que comme on est sur du changement culturel, on sait que ça va prendre au moins une décennie avant d'être accepté. Néanmoins, il y a des pays qui commencent à le mettre en place. La Grande-Bretagne l'a mis en place, ça a été reconnu par le Japon pour la volaille, etc. Voilà. Et enfin, en matière aussi d'axe sanitaire de la souveraineté, il y a aussi ce que la génétique peut apporter en matière sanitaire. Parce que là, on a vu beaucoup de problèmes, mais on a aussi des solutions. Donc par exemple, l'orientation de la recherche génétique sur la résistance aux maladies. On a un certain nombre d'exemples, il y a des projets qui ont été menés par exemple sur les moutons avec Phénopasto, où on oriente la sélection sur la résistance aux parasites. Donc ça a plusieurs intérêts. D'abord, c'est bien pour la santé des animaux, mais ça permet aussi de diminuer l'utilisation d'antiparasitaires, de diminuer l'utilisation d'antibiotiques. Donc c'est une contribution
à la lutte contre l'antibiorésistance ou à la résistance aux antiparasitaires. Donc là, ça veut dire que dans tous les dispositifs d'aide et d'appui, des dispositifs publics d'aide et d'appui, eh bien, on peut introduire dans les critères de sélection cette orientation de la recherche sur la résistance aux maladies, de façon à faire des progrès dans ces domaines-là. Et on a déjà des résultats qui sont significatifs. Donc biodiversité et changement climatique. Donc là, pareil, dans cet axe-là, de la même façon qu'on doit faire évoluer nos critères de sélection par rapport à la résistance aux maladies, il faut faire évoluer les critères de sélection pour tenir compte de l'évolution prévisible du climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organismes de sélection, les entreprises de sélection intègrent quasiment toute la question climatique dans leurs critères de sélection. Aujourd'hui, la caricature de dire oui, le poulet export qui fait 1 kilo en 30 jours, enfin qui est énorme, avec des... Et dans la sélection, il n'y a que la productivité qui compte. Non, on a dépassé ce stade-là, quoi. Bien sûr que la productivité, elle est importante, mais elle va être aussi importante, par exemple, en termes d'efficacité alimentaire. Et ça, l'efficacité alimentaire aussi a un impact sur l'atténuation au changement climatique. Mais on a aussi des critères qui sont directement liés à ces questions climatiques. On le verra peut-être tout à l'heure en sélection aquacole et avicole. Un énorme sujet aussi, c'est la modernisation des outils de conservation et des méthodes de cryoconservation. Aujourd'hui, on a des outils, mais on a besoin de faire évoluer les protocoles. Donc là, ça va être la cryobanque. Et puis la cryobanque ne couvre pas toutes les races, ne couvre pas toutes les espèces. Il y a aussi des espèces sur lesquelles, aujourd'hui, on a peu de connaissances. Par exemple, je pense aux abeilles, je crois. Voilà. Donc parce que dans la CETI, on a aussi les abeilles. Donc on travaille aussi là-dessus. Voilà, donc on a besoin de mettre au point des méthodes, de revalider des méthodes qui avaient pu être développées dans le passé et de les faire évoluer. Donc là, on essaye d'utiliser des outils comme France 2030, etc., pour essayer d'avoir un appui pour travailler sur ces méthodes-là. Donc maintenir la richesse de la biodiversité domestique française, ça c'est un sujet qui est commun à tout le monde. Mais en fait, finalement, c'est transversal à tous les thématiques. Et un sujet qui nous semble très très important, c'est de montrer le lien positif entre la biodiversité domestique et la biodiversité sauvage. C'est-à-dire qu'on est persuadé que la biodiversité domestique, les 200 races de mammifères, les 18 espèces aquacoles, etc., ont un impact positif sur la biodiversité sauvage. Et alors, bien sûr, il y a les races locales. C'est parce que vous avez la vache maraîchine dans le marais du Poitou ou l'âne mulassier du Poitou. C'est parce que vous avez ces espèces qui sont adaptées à ce marais spécifique que le marais continue finalement d'être ouvert et donc d'avoir cette biodiversité, ces insectes, cette flore, etc. Si vous faites disparaître le mulet du Poitou, si vous faites disparaître la vache maraîchine, eh bien le marais va se refermer et c'est toute la biodiversité du marais que vous allez perdre. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien positif. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'études qui met en évidence ce lien. Il y a en tout cas de façon globale. On a des études peut-être un peu séparées, un peu fragmentées, mais on n'a aucune synthèse qui est faite là-dessus. Et c'est pour ça, à l'instant, on avait rencontré l'Office français de la biodiversité pour leur proposer de travailler ensemble sur ce sujet-là. Donc il y a aussi, dans les axes de souveraineté, une thématique territoriale et culturelle. C'est-à-dire que la génétique animale, c'est aussi des entreprises sur les territoires, qui sont dispersées sur l'ensemble du territoire français, y compris outre-mer, qui contribuent à maintenir des emplois, qui contribuent à maintenir de la vitalité des territoires. Vous avez des zones où s'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'activité. Et l'élevage, il n'est possible que parce que vous avez certaines races qui vont être adaptées à ce territoire-là. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle race de vache dans n'importe quel endroit. Donc, on a besoin, cette biodiversité contribue à maintenir de l'emploi,
contribuer à maintenir des entreprises. Il y a aussi le lien entre cette diversité génétique et la diversité gastronomique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est le seul pays au monde à faire de la sélection sur les 12 espèces de volailles, et notamment la pintade. On a une entreprise qui est spécialisée dans la génétique de pintade. Si demain, cette entreprise disparaît, je pense que ça va être un gros coup pour la filière pintade, qui est une filière qui se bat, c'est compliqué, mais néanmoins, ça participe de cette diversité gastronomique française, ça participe derrière aussi de toute la chaîne d'hôtellerie, de restauration, de tourisme, etc. Et donc on a besoin de maintenir cette spécificité française, y compris sur les petites espèces. Enfin, dites petites espèces. Voilà. On a un risque qui est que de vouloir trop rationaliser, on va concentrer nos efforts, soit en matière scientifique, de recherche, d'aide, etc., uniquement sur les races de très grands effectifs, et on risque de perdre aussi des espèces qui ont un intérêt économique, mais marginal si on se met dans un point de vue macro. Et pourtant, elles contribuent à la souveraineté. Voilà. Enfin, accompagner la réorganisation territoriale de la sélection animale, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit pour des questions sanitaires, que ce soit pour des questions de changement climatique. Il va certainement falloir réfléchir à une évolution de la répartition de la génétique animale sur le territoire. Et donc là, il y aura besoin d'un accompagnement. Il faut que les entreprises, que les filières réfléchissent à des schémas directeurs, à quelle organisation spatiale de la génétique animale, et de voir ensuite est-ce que l'État pourra ou pas accompagner cette réorganisation. Et enfin, la dernière thématique en matière de souveraineté, c'est la thématique scientifique, qui est extrêmement importante parce que même si cette biodiversité animale, elle est le fruit du travail des éleveurs, et elle est encore, pour beaucoup, le fruit du travail des éleveurs, il y a aussi une dimension scientifique très importante et de plus en plus prégnante avec le développement des nouvelles technologies comme la génomique, etc. Et donc c'est l'alliance de cet héritage patrimonial, de ces traditions, de ce savoir-faire des éleveurs avec la haute technologie de la science qui nous permet d'avoir cette richesse. Et donc le maintien de la capacité d'innovation scientifique, que ce soit dans le public mais aussi dans le privé, est fondamental pour qu'on puisse maintenir notre très haut niveau de génétique animale en France. Donc nécessité de retrouver une politique de recherche publique en génétique animale qui soit ambitieuse, que des moyens soient alloués, que quand on pense génétique, on ne pense pas que végétal, il y a aussi de l'animal, et c'est important. Orienter les financements, notamment des appuis publics, pour motiver la réalisation de projets de recherche sur la sélection. Donc ça, par exemple, on était intervenu lorsqu'il y a eu France Relance. La façon dont France Relance était structurée au début excluait de fait les entreprises de la sélection animale de pouvoir candidater. Parce qu'en fait, le problème de la sélection animale, c'est que c'est trop industriel. C'est pas que de l'agriculture, quoi. Comme il y a une approche R&D, c'est un peu une approche industrielle. Mais en même temps, pour l'agriculture, justement, c'est un peu industriel aussi. Donc c'est un peu à cheval entre les deux. Et les dispositifs France Relance, au début, ils étaient calibrés soit l'un, soit l'autre. Mais heureusement, pour la deuxième part de l'appel à projet France Relance, on a pu faire changer le cahier des charges d'appel d'offres. Et donc, on a ouvert la possibilité à des entreprises de sélection de participer. Et c'est notamment ça qui a permis d'avancer sur l'ovosexage, qui est quand même une avancée majeure en matière de bien-être animal. Et qui permet de garder de la compétitivité pour des entreprises de sélection et de multiplication qui sont implantées en France. Enfin, un sujet délicat, mais qui de toute façon va survenir, donc il faut en débattre, c'est la question des nouvelles technologies de la reproduction, New Breeding Technologies. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un sujet qu'on va devoir aborder parce que de toute façon, il y a déjà un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, qui travaillent sur ce thème-là.
qui ont une approche très ouverte. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on en débatte pour définir à la fois quelle est la vision française sur le sujet, et puis aussi qu'on se dote d'outils, de moyens de recherche, de façon à pouvoir suivre ces NBT. Encore une fois, par exemple, si c'est que ce soit pour les maîtriser, mais aussi pour les contrôler. Si on veut pouvoir les contrôler, il faut être capable d'avoir des instituts de recherche qui travaillent sur ces techniques. Sinon, on sera largué, quoi. Donc voilà l'état de la réflexion de la CTI. Donc, pour conclure, je vous propose de faire un focus sur les enjeux R&D. C'est vrai qu'ici, on est au Salon de l'Agriculture. La vache est reine. Il y en a partout dans le hall 1, sur les affiches, partout. Mais on a voulu un peu décentrer le sujet pour montrer que la génétique animale, ce n'était pas que des ruminants. C'est aussi des volailles, c'est aussi des espèces aquacoles. Donc on a demandé au CISAF, à Michel Sourdiou, de bien vouloir nous présenter les enjeux R&D pour ces deux filières, mais sachant que de toute façon, on peut bien entendu extrapoler à toutes les espèces animales. Tu veux que je passe le truc ou tu le passes ? Merci Thomas. Et donc, je vais en effet vous présenter quelques-uns des axes R&D qui sont travaillés actuellement dans les filières avicoles et aquacoles. Mais comme tu l'as dit, ça peut largement s'étendre à beaucoup d'autres filières. Alors pour redémarrer, j'avais fait un petit... alors, il faut passer comme ça. J'avais fait un petit résumé peut-être de quelques enjeux qui nous attendent. Je ne pense pas que je sois exhaustif sur cette diapositive, mais quelques enjeux qui nous attendent en termes d'élevage et donc en termes de génétique. Des évolutions sur le bien-être animal, on en connaît des très prégnantes aujourd'hui, comme par exemple le projet d'interdiction de l'utilisation des cages en production, mais aussi donc en sélection, ce qui pourrait amener à modifier totalement les schémas de sélection volaille en particulier. On a des questions sur les comportements aussi des animaux en groupe, les déviances éventuellement de comportement. On a aussi des questions sur les densités et sur leurs conséquences. Il y a bien d'autres sujets sur le bien-être animal, mais on peut citer ceux-là. On a en termes d'enjeux des enjeux de relocalisation avec des nouveaux systèmes de production. On l'a vu suite par exemple à la grippe aviaire, c'est particulièrement important de revoir la localisation des entreprises de sélection et des élevages de sélection. Et puis il y a des nouveaux systèmes de production qui redémarrent ou qui se redéveloppent avec des circuits courts, avec des objectifs d'économie circulaire. Et donc la génétique va devoir aussi s'adapter à ces nouveaux systèmes de production. Alors bien sûr, en termes d'enjeux sociétaux, en termes d'enjeux pour l'élevage demain, il y a l'impact sur l'environnement. Ce n'est pas nouveau, mais ça continue d'être un enjeu très important. L'efficacité alimentaire sera bien sûr très importante pour toutes les espèces animales, mais pour les espèces avicoles et aquacoles en particulier. Donc il y a une attente en termes à la fois d'efficacité économique, mais aussi d'efficacité environnementale. Et puis les enjeux face au changement climatique, c'est à la fois atténuer, si on peut, le changement climatique au niveau des productions animales, mais c'est aussi s'adapter quand on ne peut pas non plus atténuer. Et donc on va chercher à avoir des animaux plus résistants, plus résilients, face par exemple aux hausses de température, pour les poissons face à la modification de la composition et à l'oxygénation de l'eau. Donc ça, c'est directement les changements liés aux augmentations de température, par exemple. Et puis, tous ces changements climatiques apportent des changements, on l'a vu sur les épizooties, sur le développement des pathogènes. Et on va chercher là aussi, par la génétique, à avoir des animaux plus résistants, plus résilients par rapport à l'émergence de certains virus en particulier. Et dans un contexte où on veut essayer d'utiliser de moins en moins d'antibiotiques en particulier. Donc voilà quelques-uns des enjeux. Il y en a bien d'autres et après l'objectif c'est de vous montrer en quoi la recherche par les connaissances que l'on a aujourd'hui peut permettre de répondre à certains de ces enjeux dans un délai
plus ou moins courts ou plus ou moins longs, parce qu'il ne faut jamais oublier que la génétique, c'est sur du temps long et que la recherche, c'est aussi sur du temps long. Donc on cumule là 2 temps longs. Il faut avoir des résultats de recherche et ensuite être capable de les transférer en sélection. Alors, j'ai repris quelques thèmes qui ont déjà été abordés. Alors, en termes de génétique, on peut, pour s'adapter et pour faire évoluer, on peut utiliser la biodiversité qui est déjà existante. Et pour ça, il faut d'abord continuer à la conserver, s'adapter, adapter les lignées à l'évolution des systèmes de production. À titre d'exemple, c'est relativement peu connu sans doute, mais il y a plus d'une centaine de races ou de lignées avicoles qui sont aujourd'hui gérées au CISAF. En plus donc, des 12 espèces qui ont été mentionnées tout à l'heure. Dans ces 12 espèces, il y a encore de la diversité puisqu'il y a plus d'une centaine de races. Sur sans doute 150 au total qui sont présentes en France. Et on devrait rajouter à ces 150 races ou lignées la centaine de races locales, puisque là on ne parle que des races qui sont réellement exploitées à titre de production. Donc ça fait 200, 250 sans doute races ou lignées avicoles qui sont présentes et gérées sur le sol français. Donc c'est vraiment une diversité extraordinaire. Il faut s'atteler à la conserver, à la développer, à la faire évoluer en fonction des enjeux que l'on a de demain. Donc c'est un travail génétique du quotidien, mais c'est aussi utiliser des nouvelles méthodes pour arriver à mieux gérer cette biodiversité. Donc il y a des méthodes génomiques qui ont été développées dans ces dernières années, mais pour la recherche, la génomique, c'est presque déjà du passé. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus à comprendre quelles sont les interactions qu'il y a entre le génome et les races qui ont été sélectionnées à tel ou tel endroit ou dans telle ou telle condition, le génome et l'épigénome qui va moduler justement l'expression des gènes et qui fait qu'une race va sans doute être mieux adaptée à certaines conditions d'élevage ou à certaines conditions de milieu. Donc, à titre d'exemple, le CISAF est intégré au programme Geronimo, qui est un programme européen, qui a pour but de comprendre justement cette interaction génotype-milieu et comment, au niveau d'une même race, les gènes vont s'exprimer différemment quand elles sont dans un milieu différent. Et ensuite, cette compréhension de la variation épigénétique permettra peut-être de mieux sauvegarder ou de mieux exploiter notre biodiversité, de mieux l'adapter au système de production de demain. Donc c'est un travail qui est fait sur la poule, c'est un travail qui est fait dans le même programme également sur le porc et qui est basé sur les races locales, mais qui pourrait être étendu aussi à des races commerciales. Donc voilà, le travail de recherche, la génétique, ça a commencé par les lois de Mendel. Ensuite, il y a eu les lois les modèles de génétique des populations, de génétique quantitative, puis la génomique. Et puis maintenant, le travail de recherche, il est autour du génome. Et on essaye de comprendre cette plasticité du génome. Et c'est bien de ce dont on a besoin pour s'adapter, je pense, aux évolutions climatiques en particulier. Alors, on l'a vu, cette combinaison génétique territoire, génétique, milieu, c'est souvent une combinaison gagnante. L'histoire des souches à croissance lente en France pour la production de poulets label rouge ou pour la production d'IGP, c'est une histoire à succès, même s'il y a des difficultés économiques et des difficultés d'organisation, etc. Mais c'est quand même un vrai succès parce qu'on a vraiment une certaine typicité de produit et on répond à une attente de la société. Et ce travail-là, il est de mise en relation entre un territoire et une race ou un croisement, il a été fait déjà il y a quelques années, mais il y a encore de nombreux critères génétiques qu'on peut continuer à travailler pour améliorer justement cette adéquation entre le type génétique et le territoire. Donc, par exemple, en recherchant des gènes ou des marqueurs de typicité qui vont permettre vraiment d'associer au territoire la race ou le croisement voulu. Alors, on travaille également sur cette exploitation de la biodiversité pour s'adapter aux enjeux de demain. On travaille en volaille en particulier à rechercher de nouveaux types de croisements qui pourraient répondre
à des nouvelles attentes de production. C'est ce qu'on fait dans un programme européen également qui s'appelle PILO, où l'on a cherché pour de la production bio, organique, principalement, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait s'adapter à d'autres types de production. On a cherché à voir si de nouveaux croisements pouvaient répondre à une attente qui est une attente de poulet mixte, on va dire, qui ferait à la fois des œufs et de la viande, et pour lequel on aurait plus cette difficulté à devoir sexer les œufs ou à devoir éventuellement trouver des débouchés pour un sexe qui est mal utilisé. Et donc, ces propositions de nouveaux croisements, on est bien dans de l'exploitation de la biodiversité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à la conserver et à la caractériser pour voir si elle peut nous amener des solutions relativement rapides, parce que faire un croisement, ça peut être relativement rapide à partir des races que l'on a. Ça peut nous apporter des solutions pour des demandes d'aujourd'hui et de demain. Alors, quand on n'a pas les solutions avec la diversité qui est présente aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour adapter cette diversité, la faire évoluer. Là, j'ai pris un exemple sur les poissons. Et par rapport à l'évolution des espèces ou des lignées que l'on a aujourd'hui en poissons, par rapport au changement climatique, ça veut dire qu'il faut voir si elles sont sélectionnables pour qu'elles s'adaptent à ces évolutions du changement climatique. Et donc, on a lancé un programme avec les partenaires de la recherche française qui s'appelle Hippocampe, qui avait pour but de voir si les truites étaient capables de résister à des teneurs en oxygène ou à des températures qui n'étaient pas optimales, et qu'on peut s'attendre à avoir de plus en plus dans les évolutions avec les évolutions climatiques, et de comprendre les mécanismes sous-jacents à cette résistance, et en particulier à la résistance à des stress de température aiguë, des pics de température qui peuvent intervenir sur les piscicultures. Donc voilà, c'est aujourd'hui cette biodiversité, on peut l'exploiter, on peut essayer de mieux la comprendre et on peut essayer de la faire évoluer, de voir si elle est capable d'évoluer sur des nouveaux critères que l'on n'avait pas jusqu'à présent cherché à sélectionner. Donc pour ça, il faut se doter d'outils. Cet exemple-là est particulièrement important pour ça, puisque travailler sur la résistance au changement climatique, il faut être capable de reproduire ce genre de situation en station expérimentale pour être capable de voir si les animaux s'adaptent, comment ils s'adaptent, et de voir si la génétique peut apporter quelque chose à cette adaptation. Donc c'est un outil que l'on a créé entre le CISAF et l'ANSES, où l'on peut recréer des conditions d'évolution de la composition ou de la température de l'eau pour voir comment les poissons vont réagir par rapport à ces évolutions climatiques, on va dire. Et ça sert également à tester des résistances à des pathologies, puisque ça aussi, c'est un enjeu qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est un enjeu fort d'améliorer la résistance des différentes espèces, et des poissons en particulier, par rapport à l'émergence de pathologies nouvelles. Alors c'est un travail qui est long, qui nécessite d'étudier de quantité d'animaux, et par la génomique, par la recherche d'associations entre des marqueurs génétiques et la résistance aux maladies, on arrive à déterminer s'il y a des endroits sur le génome qui portent des gènes de résistance et que l'on serait capable de sélectionner à l'intérieur d'une population. Donc ça, en fait, les différents points ici représentent des marqueurs génétiques tout au long du génome. Ici, vous avez l'alternance des différents chromosomes le long du génome, et puis on teste des seuils de signification statistique pour savoir si à tel ou tel endroit du génome, on a la présence potentielle d'un gène de résistance. Et ce qui a été découvert ici sur le premier chromosome, ici, on voit qu'il y a des marqueurs qui vont s'associer à des animaux, des poissons ici, plus résistants que les autres, et on peut ensuite essayer d'aller voir dans ce gène qu'est-ce qui se passe, et même sans comprendre éventuellement ce qu'il y a vraiment dans le gène, on peut l'intégrer dans les populations sélectionnées. Donc c'est vraiment un objectif de recherche important qui permet de s'adapter justement aux évolutions dont on a besoin. Alors la génétique, on parle beaucoup de génome, on parle beaucoup de calcul, mais c'est aussi du phénotypage, c'est-à-dire être en mesure
de contrôler sur des animaux des performances. Et les performances, jusqu'à présent, c'était des performances de croissance, d'efficacité alimentaire, etc. Mais maintenant, les performances, on les mesure à une échelle beaucoup plus large, à l'échelle, par exemple, des protéines qui circulent à l'intérieur d'un animal ou des métabolites qui circulent à l'intérieur du sang et qui vont pouvoir être des prédicteurs éventuels de performances finales comme la fertilité, comme la reproduction. Donc voilà un exemple particulier de recherche de biomarqueurs. Et là aussi, on a maintenant des capacités d'analyse de ces biomarqueurs qui évoluent et qui permettent d'avoir beaucoup de performances en très peu de temps. Et l'intérêt de ces biomarqueurs, c'est effectivement d'avoir des mesures simples, rapides et qui peuvent être précoces dans le temps pour sélectionner les animaux qui nous intéresseraient. Donc le phénotypage, c'est à la fois des méthodes nouvelles, avec, comme on le voyait tout à l'heure, des protéines ou des métabolites, mais c'est aussi des méthodes anciennes, mais qui peuvent bénéficier de l'avancée des technologies. Vous avez sur ces deux photos deux situations d'alimentateurs électroniques, où l'on va pouvoir mesurer en continu la quantité d'aliments que les animaux qui sont en sélection vont consommer. Et ça, c'est un outil qui s'est développé dans de nombreuses filières, mais pour les filières où tous les animaux sont en groupe, ne sont plus en cage, c'est une évolution qui est particulièrement importante pour pouvoir mesurer vraiment l'efficacité alimentaire. Et donc là, on bénéficie de tout le travail de recherche qu'il y a dans des domaines qui sont loin de la génétique. C'est des domaines de l'électronique, c'est des domaines de l'intelligence artificielle. Et puisqu'on parle d'intelligence artificielle, voilà peut-être ce qui nous attend pour demain. Et c'est aussi des choses qui sont importantes à travailler dès aujourd'hui. Eh bien, c'est l'utilisation, par exemple, de la reconnaissance faciale dans un groupe de poissons, dans un bassin, pour aller mesurer l'efficacité alimentaire de ces poissons. C'est-à-dire suivre les poissons grâce à la reconnaissance faciale pour savoir ceux qui vont consommer telle ou telle quantité d'aliments. Donc c'est un petit exemple où on est capable de visualiser ici chacun des poissons et les granulés d'aliments qui vont être consommés par ces poissons et ainsi avoir une évaluation de l'efficacité alimentaire. Donc la génétique, ça va bien au-delà de l'étude du génome, c'est aussi et beaucoup des systèmes de mesure qui vont nous permettre ensuite de faire de la sélection. Et puis on en a dit deux petits mots tout à l'heure. On a une grande variabilité d'espèces sélectionnées en France. Souvent c'est même relativement unique dans le monde. On va continuer. La chance de la France, c'est d'avoir aussi de nombreux investisseurs qui croient en des productions nouvelles. Et ces productions nouvelles, ce sont les insectes. Et donc le CISAF accompagne aujourd'hui 5 entreprises qui commencent à sélectionner des insectes dans le but de produire de la protéine animale ou d'autres composés. Et donc, bien sûr, l'objectif de ces entreprises aujourd'hui, c'est d'accroître les capacités et les aptitudes de la bioconversion de ces insectes, à la fois en fonction du substrat qui peut leur être donné ou de la quantité de substrat qui peut leur être donné. Aujourd'hui, le potentiel d'amélioration génétique de ces espèces a été démontré. Donc il y a 2 espèces en France qui sont élevées pour transformer des sous-produits, des coproduits, des déchets, pour transformer ces produits en de la protéine finalement animale. Et ces 2 espèces, on a fait aujourd'hui la démonstration que la sélection en était possible par les techniques qu'on connaît actuellement classiques. C'est pas forcément simple parce que c'est à nouveau un nouveau type d'élevage, mais on voit bien qu'on est capable aujourd'hui de sélectionner à la fois la productivité, la croissance de ces espèces et demain leur capacité à bioconvertir des substrats. Donc on a la biodiversité d'aujourd'hui, mais on a peut-être une biodiversité de demain aussi à continuer à exploiter, et là la recherche sera particulièrement importante. Et dans les espèces aquacoles aussi, il y a peut-être des espèces qu'aujourd'hui on ne produit pas en France, mais qu'on pourrait être amené à produire demain. Alors il y a des espèces effectivement qui ne sont pas
qui ne sont pas sélectionnées ou pas produites en France et qui pourraient voir s'adapter à des changements. Alors ensuite, on parlait des secteurs de la biodiversité sauvage et de la biodiversité domestique. Là aussi, il y a tout un débat de l'importation d'espèces nouvelles éventuelles et de la façon dont on devrait gérer ces importations. Alors ces espèces, la mouche soldat noir n'est pas une espèce autochtone d'ailleurs française. Enfin, elle est autochtone depuis quelques années, mais elle l'est pas depuis la nuit des temps, on va dire. Donc voilà, je voulais simplement vous présenter ces quelques exemples. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des potentiels génétiques énormes qui existent en France aujourd'hui dans de nombreuses espèces, dans les productions avicoles et aquacoles. C'est celle que je connais le mieux, mais dans toutes les espèces, on a vraiment des potentiels génétiques énormes. Alors, il suffit, entre guillemets, parce que c'est un lourd travail, de les conserver d'abord, et puis ensuite de les remodeler, de les adapter en fonction des enjeux qui sont en face de nous. Alors, quand je dis il suffit, ça prend du temps. Voilà, je le redis, il faut du temps de recherche, et il faut ensuite du temps de transfert, et il faut du temps pour mettre en place des nouveaux objectifs de sélection. Alors, c'est de la création de nouvelles souches également, c'est la création de nouveaux croisements qui peuvent nous permettre de nous adapter peut-être un peu plus vite que l'évolution d'une race qui est déjà installée. Mais là aussi, les nouveaux croisements, il faut être capable de les étudier, il faut aussi qu'il y en ait qui fonctionnent par rapport à l'objectif que l'on se donne. Voilà, donc ça va mobiliser à la fois des technologies de génétique classique, celles qu'on connaît depuis 2 siècles, des méthodes de génomique que l'on utilise déjà dans pratiquement toutes les espèces maintenant, mais que depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et puis peut-être demain des outils épigénomiques qui nous permettent de mieux ajuster les performances par rapport à l'environnement. Ça mobilise aussi beaucoup de méthodes de phénotypage et des méthodes nouvelles. Donc on est vraiment aussi dans un changement d'ère important en termes de phénotypage, où on avait des mesures qui étaient relativement rudimentaires jusqu'à encore il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, avec des mesures maintenant qui vont pouvoir utiliser à la fois des biomarqueurs, à la fois l'intelligence artificielle, à la fois des capteurs, à la fois des mesures qui pourront être faites en haut débit et qui vont pouvoir être utilisées de façon beaucoup plus pertinente dans les schémas de sélection. Alors tout ça, ça ne se fait pas en un jour, je l'ai dit, ça nécessite aussi beaucoup d'investissement, c'est de l'investissement permanent, en continu. Si la vie était un long fleuve tranquille, ça serait vraiment mieux parce qu'on pourrait toujours aller dans le même sens, mais malheureusement c'est pas tout à fait comme ça. Mais c'est une des difficultés que l'on a, c'est effectivement de s'adapter très vite parce que voilà, la génétique ne peut pas non plus répondre à des demandes ultra rapides. Pour pallier un petit peu à ce défaut, ce qu'il faut, c'est continuer à mutualiser nos efforts, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend sur une espèce, c'est souvent transposable à une autre. Alors pas forcément de façon totalement identique, mais ce qu'on a fait chez l'un est souvent adaptable chez l'autre. Donc ces recherches, cette mutualisation est particulièrement importante en favorisant des recherches innovantes et à la pointe des technologies. Ça n'aboutit pas toujours, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Voilà. Et pour tout ça, on a besoin de temps, de financement, d'une collaboration, on va dire, transversale. Et ça doit rassembler tous les acteurs, on l'a vu, des acteurs du privé, des acteurs du public. Jusqu'à présent, on a cette chance-là d'arriver à le faire, donc il faut continuer à le faire. Merci Michel. Donc, et demain, eh bien, demain, puisque tu parlais du temps, la sélection, c'est les lois de l'évolution. L'évolution, c'est le changement. Et rien n'est plus constant que le changement, comme disait Bouddha. Donc, la génétique, c'est une activité de temps long, mais qui s'est toujours inscrite dans un mouvement dynamique d'adaptation à l'environnement, qui soit naturel, économique et social. Certes, aujourd'hui, on nous demande de nous adapter à l'évolution liée au changement climatique, mais de la même façon qu'il y a 200 ans, il fallait déjà s'adapter à l'évolution du changement économique. Donc c'est vraiment l'ADN de la sélection, cette capacité d'adaptation. Maintenant, le problème, comme tu l'as dit,
c'est que c'est du temps long. Or, les défis... Donc, il nous faut gagner du temps. Et donc, la biodiversité de notre patrimoine génétique domestique français est une réserve de gènes patiemment sélectionnés et combinée avec le tissu français de recherche et d'innovation technologique, qu'il soit public ou privé, doit nous donner des atouts pour gagner du temps. Donc, il est nécessaire de préserver ce qui fait notre spécificité et notre force. Et donc, la mutualisation, tu l'as dit, elle est importante et c'est ce à quoi œuvre la CTI, en essayant de faire dialoguer entre elles les espèces, les acteurs, qu'ils soient publics, privés, syndicaux, de recherche, académiques et administratifs. Voilà, donc on espère que voilà, on ouvre cette possibilité. Maintenant, le dialogue est dans la salle. Si vous avez des propositions, des suggestions, des questions, eh bien, vous êtes les bienvenus. Alors, je vous demanderai juste de vous présenter, de dire qui vous êtes, voilà, de façon à ce qu'on sache. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Legal, bureau du cheval au ministère de l'Agriculture et anciennement bureau du lait et de la sélection animale, entre autres. C'est juste une toute petite remarque qui ne mérite pas de développement. Il y a une espèce que vous avez oubliée, et je ne parle pas du cheval, mais d'un petit animal à longues oreilles, en fait. Et bon, lors des précédentes CNAG, on l'avait mis à l'honneur ponctuellement pour information. Mais c'est vrai que bon, il faudrait ne serait-ce que le citer, sachant que l'INRA, de mon point de vue, joue un peu le rôle d'institut technique pour cette espèce qui n'est pas orpheline de ce fait-là. Mais bon, il y a au moins une personne que je connais bien qui travaille dessus à l'INRA, il y en a d'autres. Et ceci dit, il y a aussi un panel de races locales important. Et on a le spécialiste mondial des entreprises de sélection du lapin en France. Donc même au niveau économique, effectivement, on est un acteur majeur, quoi. Donc tu as tout à fait raison, on va le remettre. Leader avec peut-être l'Italie encore. Non. On est les leaders de la génétique de lapin. Oui, excuse. Oui. Oui, bonjour, Stéphane Charbonneau, je suis éleveur en Vendée, je suis représentant de la coordination rurale au niveau de la section viande. Monsieur Pavie, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour ce travail-là, et ainsi que le ministère. Moi, j'ai une question qui est un peu compliquée, on en a déjà parlé il y a quelque temps avec vous au sommet de l'élevage. C'était surtout pour le SZUE au niveau des OS charolais, où on a certainement un gros problème là-dessus. J'espère que ça avance doucement mais sûrement, parce que vraiment là on a une pénalité de certains éleveurs qui comprennent pas ce qui se passe et ça fait de la discrimination entre nous, quoi. Voilà, je vous remercie. Oui, alors je ne suis pas placé pour vous répondre, c'est peut-être le ministère, mais après ce n'était pas vraiment le sujet, mais vous avez quand même raison de dire qu'on a un atout formidable. Et si on veut faire valoriser cet atout qu'est la génétique animale, il y en a un moment, il va peut-être falloir qu'on sorte du syndrome d'Astérix le Gaulois, quoi. C'est-à-dire où, alors qu'on a cette force, on est capable de se bouffer le nez entre nous, plutôt que de mutualiser et de travailler ensemble, ce qui a été dit à la fin. Donc en tout cas, on pourra, sur le dossier spécifique que vous abordez, on pourra peut-être en discuter après. En tout cas, nous, on veut vraiment mettre l'accent sur la nécessité de travailler ensemble avec tous les acteurs, parce que c'est ça qui nous donne de la force. Et le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Voilà. C'est maintenant qu'il faut amener des solutions. Oui, par rapport à ce sujet, je ne vais pas non plus... j'ai été aussi président de Radrefang, j'ai vécu en fait, tout ça, etc. Je crois qu'il y a effectivement le règlement européen, il y a son application au niveau français, et puis il y a ce que les éleveurs veulent faire. Et je crois qu'à quelque part, est-ce que ce sujet ne viendrait pas aussi d'une volonté des éleveurs à s'engager différemment par rapport à une mutualisation peut-être un peu plus... Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un tort au niveau du règlement de cette ouverture, sachant qu'elle existait avant le règlement zootechnique. Et puis il y a la conséquence des éleveurs qui devraient se parler peut-être un peu plus entre eux. Excusez-moi, je suis éleveur. Oui,
Bonjour, Didier Guerriot du ministère de l'Agriculture. Alors moi j'ai une question très précise et puis une question plus large. Question très précise, Thomas, tu annonces 150 races, toutes espèces confondues, à l'inventaire aujourd'hui. Mais on vient de combien à peu près, je sais pas moi, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait combien de races identifiées? Je sais pas si on a ce chiffre, quoi. Est-ce qu'on est sur une pente stable, descendante, ou au contraire ascendante? C'est la question la plus simple qui est très technique. Mais la plus compliquée est la suivante. Certains chercheurs, je pense à ceux de l'INRAE, nous mettent en avant les circularités au sein des territoires, les complémentarités entre les différents types d'élevage. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau Madame Poule, Monsieur Cochon, Madame Vache, ou les complémentarités entre culture et élevage. Est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens? Moi, je vais répondre sur la première, puis je te laisse la deuxième, si tu veux bien. Donc, sur le combien il y avait de races à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai absolument aucune idée. Il y en avait peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une politique depuis au moins une vingtaine d'années de maintien des races locales. Certaines races locales sont d'ailleurs dites menacées d'extinction, parce que si leur effectif est en baisse, il y a un dispositif d'appui des pouvoirs publics pour maintenir ces races locales et faire sortir de l'extinction les races menacées d'extinction. D'ailleurs, France Agrimaire, la CTI, a financé une étude sur le point de situation des races locales qui a été publiée l'année dernière, qui est disponible sur le site de France Agrimaire. Cette étude montre quand même qu'on a une amélioration, puisqu'il y a certaines races qui étaient menacées d'extinction qui sont sorties et qui maintenant ne sont plus menacées d'extinction. Donc on est à minima stable et avoir un petit peu amélioration. Et justement, et c'est une bonne question ce que tu poses, c'est que dans les critères de souveraineté alimentaire, la CTI propose qu'on inclue le nombre de races et d'espèces sélectionnées en France, le nombre de races locales et le nombre de races menacées d'extinction comme un indicateur de souveraineté. Parce que ces races, elles correspondent à des territoires, à des usages, à des attentes des consommateurs. Et il n'y a que nous qui pouvons les faire. Donc c'est vraiment un indice de souveraineté. Si on perd des races locales, on va perdre en souveraineté. Et à l'inverse, plus on va enrichir cette biodiversité domestique, eh bien, plus on sera résilient par rapport aux évolutions du climat, de la demande sociétale, etc. Et donc, plus on va gagner en souveraineté. Donc, on essaye d'introduire cet indicateur de biodiversité domestique dans les indicateurs de souveraineté. En plus, l'intérêt, c'est que c'est un indicateur qui est qualitatif. C'est-à-dire que c'est vraiment la souveraineté vue comme la définition de notre propre modèle d'élevage. Ce n'est pas que du quantitatif. Donc on ne sait pas si l'indicateur sera retenu, mais en tout cas on l'a proposé. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question, mais je passe le... Il y en avait une deuxième, excusez-moi, par rapport à la culture. Hein, mais je vais être assez long dans la réponse. Non, je vais essayer d'être très court. Alors, c'est un sujet, enfin personnellement, que je porte depuis très 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 longtemps. Ce matin, pour ceux qui étaient au salon et qui ont été invités et qui ont participé donc à ce qui s'est passé sur le stand du collectif des races locales de Massif. Donc je suis le président fondateur, mais enfin ça peu importe. Donc cette territorialisation de la production, ces races locales, enfin tout ce qui peut faire un territoire, a pris une démarche auprès de l'UNESCO, a été reconnue, enfin la transhumance, a été reconnue au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc quand on dit patrimoine culturel et immatériel, bon, tout le monde sait ce que ça veut dire culturel et ce que ça veut dire immatériel. Nous, ce qu'on y a ajouté quand même, c'est que tout de suite, un patrimoine culturel et immatériel doit aussi un modèle économique et doit être vivant. Hein, ce n'est pas une mise sous cloche. Mais, simplement, cette démarche associe 3 ministères. Je crois que, bon, on en parlait, hein, faire en sorte que ces ministères, alors c'est notre perception à nous, éleveurs, hein, ne travaillent pas en silo, hein, mais peut-être travaillent ensemble à un certain moment. C'est le ministère, bien sûr, de la culture, puisque c'est eux qui ont conduit la réflexion et la reconnaissance. Donc ça veut dire que le monde agricole, le monde des éleveurs, puisque ça c'est bien le monde des éleveurs, ont conduit cette reconnaissance ou cette culture. Après, il faut bien sûr le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a de la production animale,
mais aussi le ministère de la Transition écologique. Parce que sur ces territoires, il y a des biodiversités. Voilà. Et quels sont les équilibres, comment on vit ensemble, etc. Et ces territoires, ce n'est pas non plus que de l'élevage. Hein. C'est de l'artisanat, c'est du tourisme, c'est l'eau, c'est etc. Et voilà quel est le genre de démarche que les 5 massifs français ont engagé avec les races locales. Maintenant, si les autres régions veulent aussi engager cette réflexion, on n'y verra aucun inconvénient. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hein, mais... Bonjour, Vincent Guyot, journaliste à la France Agricole. Vous avez évoqué à juste titre la nécessité d'avoir une diversité d'espèces, de races, etc. Aussi parce que vous soulignez c'est une attente sociétale. Or, vous le savez, quand le citoyen devient consommateur, les comportements changent un petit peu. Et en particulier, en ce moment, le consommateur recherche un prix. Et sur la filière volaille, ça se voit en particulier, puisqu'on voit finalement qu'au gré des années, le poulet, par exemple, aujourd'hui, explique quasiment 80% de la consommation de volaille de chair en France. Comment vous intégrez ces données-là aussi dans vos travaux? Parce que, in fine, tout ça, ça doit servir aussi un consommateur, sinon il n'y a plus de filière. Oui, donc c'est un constat effectivement aujourd'hui par rapport à l'évolution des espèces volailles consommées. Je pense qu'il y a un travail à faire sur la typicité de chacune des volailles. C'est-à-dire qu'il y a, je ne pense pas, eu assez, à la fois en matière de communication, mais aussi en matière de sélection, de travaux pour que les différentes volailles soient bien différenciées et que le consommateur, quand il achète une volaille, il achète soit du poulet, soit de la dinde, soit de la pintade, et qu'il voit bien la différence entre guillemets. Donc en termes de sélection, il y a des choses qui peuvent être faites sans problème. Il y a des choses qui peuvent être faites en termes de communication aussi pour montrer dès aujourd'hui la différence en termes de composition nutritionnelle, enfin de valeur nutritionnelle par exemple, en termes de goût également aussi. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Après, le prix restera de toute façon un facteur déterminant et on sait très bien que en termes d'efficacité, le poulet aujourd'hui, le poulet standard, on va dire, il a une efficacité nettement supérieure à d'autres espèces de volailles. Voilà. Mais si on ne travaille pas sur la typicité et sur les caractéristiques de ces volailles-là, pour justement leur donner leur vraie place, on ne finira par manger que du poulet. Voilà. Dans les critères de sélection, on n'a pas abandonné les critères de sélection sur la performance économique. C'est bien aussi ce que tu présentais tout à l'heure, tu as bien dit, on essaye de marier à la fois la sélection sur les critères économiques et sur les critères environnementaux. Et c'est vrai que quand vous travaillez par exemple sur l'amélioration de l'efficacité alimentaire, c'est à la fois un critère environnemental mais c'est aussi un critère économique. Parce que s'il y a besoin de moins de quantité d'aliments pour produire la même quantité de viande, eh bien vous diminuez un peu le coût de production. Donc vous gagnez en compétitivité. De toute façon, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas du tout de critères de compétitivité économique, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas le seul critère, ou en tout cas, on essaye de le combiner avec d'autres critères. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y avait une question par rapport à la question. Oui, donc, je ne sais pas si je vais être un petit peu à côté ou pas. Bon, on dit bien compétitivité économique. Et de dire productivité, ce n'est pas un gros mot. Hein. La seule réserve que j'y mettrai, c'est qu'on doit chercher l'optimisation des ressources. Voilà. Parce qu'on peut être autosuffisant, on peut être souverain, on peut être tout ce qu'on voudra, mais en n'étant pas forcément très responsable chez soi. Hein, voilà. Et donc je pense que c'est l'optimisation des ressources, et là-dedans on y trouvera bien sûr l'optimisation des rendements fourragers, des céréaliers, etc., mais l'optimisation des capacités bien-être animal aussi. Et il faut y mettre tout ça avec. Quoi. Il y avait une question au fond. Je ne sais pas où est le micro. Oui, bonjour, Clotilde Patry, je suis directrice innovation et marché à Eliance. Eliance qui est la fédération des organismes pour la génétique et le conseil en élevage. Donc on a parlé, merci déjà pour vos présentations.
Il a été évoqué le besoin de souveraineté scientifique. On a évoqué là, les différents besoins en R&D qui sont très très partagés dans tous les cas, quelles que soient les espèces. Et je trouve que du côté bovin, c'est bien rassurant de voir aussi toutes les thématiques que vous avez abordées. Récemment, on annonce un plan renforcé de la souveraineté de l'élevage, à l'intérieur duquel il y a en effet une volonté de renforcer les efforts de recherche, transfert, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez spécifique à la génétique? Enfin, est-ce qu'on sait déjà les détails qui pourraient toucher à la génétique autour de ce plan de souveraineté de l'élevage? Oui, donc je vais tenter une réponse parce que la question est centrale, hein, est très importante. Après, la réponse à la question, eh ben, elle est presque dans la question, quoi. Excusez-moi de le dire comme ça. On travaille, c'est ce sur quoi on travaille. Voilà. Ce qu'on vous présente là, ben, ça veut dire qu'on était depuis un mois ou deux, voire un peu plus, hein, c'est qu'on était peut-être un peu en avance déjà sur cette idée-là. Mettre la génétique comme étant un indicateur annoncé hier en conseil d'orientation, c'est parce que la semaine qui a précédé le conseil d'orientation, on a fait un travail, mais il faut continuer. Mais ce n'est pas évident, ce que vous dites, ce n'est pas évident. On parle beaucoup plus du monde végétal que du monde animal. Même en CS ruminant, hein. J'étais obligé de faire une intervention où on nous présente le plan de relance, hein, voilà. Et puis, où était l'animal? On était en CS ruminant. Donc je pense que, j'ai caricature un peu, hein, mais à peine. Donc je crois qu'à quelque part, c'est à nous aussi de montrer. Alors, ce que je retiens, et c'est ce que tu disais, Michel, c'est qu'en fait, il faut avancer ensemble. Hein, c'est surtout ça qui est important. Il faut avancer ensemble, avec nos divergences. Mais il n'empêche que quand on est sur des projets et des objectifs, il faut qu'on soit ensemble. Et il faut qu'il y ait après cette mutualisation. Alors, la mutualisation, elle peut être faite par des entreprises, elle peut être faite par des organisations d'éleveurs, c'est peut-être mieux ensemble d'ailleurs, hein, mais elle peut être faite aussi par des entreprises complètement privées à des fins commerciales. Donc c'est à nous les éleveurs aussi, et on est structuré quand même en organisation professionnelle, coopérative, coopération, association, c'est peut-être aussi à nous de veiller à tout ça, mais de s'engager sur ce risque-là pour qu'il n'arrive pas. Alors que des fois, on n'est pas toujours très performant sur le sujet, quoi. Je réponds vaguement à votre question, excusez-moi, mais vous connaissez la réponse. Mais quand on a présenté la CTI tout à l'heure, on a bien dit que l'arrêté ministériel qui crée la CTI le dit. Le rôle de la CTI, c'est d'éclairer le ministre et les pouvoirs publics sur les questions stratégiques. Ce que tu viens de soulever, c'est une question stratégique. C'est le rôle de la CTI d'éclairer. Après, éclairer, ça ne veut pas dire prendre la décision. Mais si ce n'est pas nous qui parlons, quand je dis nous, c'est l'ensemble du monde de la génétique, hein, si ce n'est pas nous qui parlons pour nous, personne ne le fera à notre place. Donc on a bien prévu effectivement, et c'est d'ailleurs un des thèmes de la prochaine CTI d'avril, et bon, là il faut qu'on regarde le calendrier, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'attendre avril, on fera une consultation de façon à ce qu'effectivement ce point-là soit placé, mais il y a plusieurs points. Hein. Il y a le point montrer les externalités positives entre l'élevage et l'environnement. C'est dans le plan de souveraineté. Or, c'est un travail qu'on a déjà abordé à la CTI et qu'on a commencé à amorcer avec la CTI. Donc, on était même en avance sur le plan souveraineté. Donc, tout le travail qu'on a fait depuis un an avec la CTI, finalement, on a un peu préparé, je trouve. Et maintenant, il faut qu'on marque. On a marqué l'essai, il faut qu'on le transforme. Voilà. Non, excuse-moi. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a eu, pour ceux qui sont dans le monde ruminant, on va dire, hein, vous savez tous qu'il y a depuis une semaine, 2 semaines avant la Noël, une concertation qui est sur la génétique animale ruminant, hein, qui est organisée au plus haut niveau du ministère. Donc il a été reçu plusieurs fédérations, il a été reçu plusieurs organismes, etc. Et au sortir de ces consultations, hein, je ne crois pas dévoiler un lourd secret, le ministère s'est retourné vers la CTI en lui demandant de faire une synthèse de tout ça. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que si le consultant du ministère n'arrive pas et se retourne vers nous pour qu'on fasse une synthèse, c'est que quand même il y a un problème de fonctionnement dans le monde ruminant. Et je le dis, ceux qui me connaissent depuis 20 ou 30 ans dans la génétique, je l'ai toujours dit, il y a un problème de fonctionnement. Donc c'est aussi à nous de construire. C'est aussi à nous. Et donc ce travail qu'on avait commencé, on va le continuer. Mais on va le continuer, où la CTI donnera son avis, mais la CTI ne prendra pas de décision. C'est
au ministère, enfin au plus haut, de prendre les décisions. Enfin, je vous prends pas le micro d'Emma. Donc, je suis Jonathan Saulnier, je suis chef du bureau du lait et de la sélection animale, et des produits laitiers aussi d'ailleurs, au ministère de l'Agriculture. Je vais juste dire un mot, moi je ne sais pas non plus exactement où on va atterrir après. Mais le plan de reconquête de souveraineté de l'élevage, de toute façon, c'est le début d'une histoire. Ce n'est pas la fin d'une histoire, ce n'est pas la conclusion de travaux, c'est plutôt le début et la direction que le ministre a souhaité donner au secteur, et justement pour lui donner de la visibilité, pour se dire travaillons conjointement pour voir où on veut aller et comment on peut avancer pour ce secteur-là. Ce qui n'est pas évident parce que vous savez toutes les contraintes auxquelles le secteur est soumis. Et voilà, c'est compliqué, mais c'est parce que c'est compliqué qu'il faut en parler, qu'il faut prendre le temps d'en parler et que le plan, il ne fait pas une ligne, il en fait beaucoup. Et peut-être que exactement ce qu'on va faire pour la génétique n'est pas écrit encore noir sur blanc, c'est vrai. Mais moi, je le vois comme une ouverture qui est donnée, comme un champ qui est ouvert. On a des travaux qui sont menés à la CTI et c'est pour ça que la CTI RZ existe aussi. Et donc la question, effectivement, va être de faire se rencontrer les différentes consultations qui existent, les travaux de la CTI et les grands enjeux qu'on connaît tous sur, effectivement, il y a la question de la compétitivité économique et les questions de transition écologique. Les filières, elles naviguent entre ces deux enjeux. On marche sur deux pieds et sur deux jambes, enfin sur deux pieds aussi, parce qu'on n'a pas la chance d'être ruminant. Et du coup, c'est entre ces deux chemins, entre ces deux enjeux-là, qu'il faut trouver le bon chemin. Et moi, je le vois vraiment comme une opportunité qui est ouverte. Et voilà. Et vraiment, merci aussi à France Agrimaire d'accueillir et de faire cette présentation aujourd'hui, à Michel aussi d'être intervenu. Parce que je pense que ce dont a besoin la génétique, c'est aussi ça, c'est aussi de la visibilité, d'avoir des moments où on peut parler, on peut prendre le temps d'expliquer toute la diversité qu'on a. Parce que des sujets comme ça, ils ne se résument pas en 2 mots. Et donc on a besoin d'un peu de temps pour les montrer, ni en 2 heures. Et voilà, et pour faire un événement sur la transhumance, il faut 3 ministères, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est parce que l'élevage, c'est pas une simple activité économique isolée. Bon, après, j'arrête de parler parce que je parle trop longtemps. Pardon. Mais ouais, c'est pas un sujet isolé. Il est toujours à la rencontre. C'est la rencontre entre un écosystème cultivé, un métier et un patrimoine culturel, comme on le voit pour la transhumance. Donc, c'est toujours forcément compliqué d'avancer. Sans rebondir sur l'exemple du charolais, mais effectivement, c'est toujours un peu comme ça. Mais n'empêche que moi, je trouve qu'on est vraiment dans un moment d'opportunité. Moi, je veux vraiment, s'il y a un message que j'aimerais qu'on retienne, c'est celui-là, c'est de voir des moments comme ça comme une opportunité d'avancer collectivement. Voilà. Donc moi, c'est Dominique Chabanet du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Je suis plutôt béotien en termes de génétique, mais il y a une question et qui rejoint quelque part les propos de Jonathan, mais sous forme de questions. Génétique animale et spécialisation et résilience. Comment est-ce que résilience des systèmes, comment est-ce qu'on marie tout ça et quelles sont les orientations qui vont être données généralement en génétique on peut en parler en ruminant, on peut en parler en volaille, entre les systèmes hyper spécialisés et des systèmes moins spécialisés, plus résilients. Quel va être l'équilibre sur tout ça ? Moi, je suis peut-être aussi béotien. N'hésitez pas à compléter si vous le sentez. Mais moi, je pense que surtout, ce qu'il faut, c'est se conserver tous les potentiels possibles. Il faut avoir la capacité d'être sur tous les terrains. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut conserver la capacité de faire à la fois du système très spécialisé et du système moins spécialisé, on va dire. Et je crois que c'est surtout ça qui est important. La résilience, c'est la capacité d'affronter une situation et quelle que soit la situation, d'y faire face. Et donc si on est trop dans un sens ou trop dans l'autre, ça ne marchera pas. Et je crois que c'est surtout ça. C'est pour ça que dans l'indicateur qu'on propose à mettre en place, on parle bien de l'ensemble des espèces et des races. On ne parle pas que des races locales. C'est-à-dire que la biodiversité domestique,
c'est pas simplement les races locales. C'est aussi le charolais, c'est aussi la limousine, c'est aussi les races à grands effectifs. Parce qu'on aura toujours besoin de ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Moi, c'est Livio Casella Colombo, je suis chargé d'affaires européennes à INRAE, du coup, sur les sujets de sciences animales. Du coup, j'ai noté qu'effectivement, tout ce qui avait été évoqué pendant la conférence est des choses qui préoccupent nos chercheurs, donc ça fait assez plaisir de voir que c'est quand même très partagé par l'ensemble des personnes dans la salle. Je vais utiliser un peu un gros mot, mais le mot branding, enfin je pense que la génétique, la question du branding, de passer à biodiversité, c'est aussi une question qu'on se pose, en particulier quand on discute avec la Commission européenne, qui est pas forcément favorable aux questions de génétique en général, qui n'a pas forcément de financer ce genre de projet. Et sur les projets européens, ce qui était intéressant, c'est que ça n'a pas été dit pour la première conférence, mais dans la première partie, mais dans la deuxième partie, on voit quand même que Pilo et Geronimo sont 2 projets européens, donc quand même l'argent en génétique, il est quand même pas mal là-bas. Enfin, c'est quand même là qu'on peut le trouver. Sachant que Sylvie Retailleau, la dernière fois qu'elle a pris la parole, donc la ministre de la Recherche, qu'elle a repris la parole, c'était pour dire qu'il fallait qu'on fasse pavillon France sur les projets européens. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille plus ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire concrètement. C'est-à-dire qu'il y a les appels à projets régulièrement. Comment on travaille tous ensemble. Et dans un second temps, on travaille avec le Maghreb, etc. Ce qui est super sur les questions de sélection d'espèces. Il y a les projets Prima que j'imagine que vous connaissez, mais travailler avec la Grèce, la Bulgarie, etc., ça permet aussi de bosser sur le pourtour méditerranéen et parfois sur des écosystèmes qu'on imaginerait différents d'une autre, parce que très éloignés, alors qu'en fait, dans les faits, ils ont des conditions pédogéographiques assez proches des nôtres. Donc voilà, c'était juste Vous êtes invité à la CTI pour faire une présentation des dispositifs européens si vous le souhaitez. Hein, avec si grand vous voulez plaisir. m'inviter, Et je voulais finir sur le fait que nous, on travaille en ce moment sur un recouplage entre la génétique animale et végétale pour repousser ça à Bruxelles parce que ça passe mieux. Encore une fois, nous, on fait un peu du branding. Donc on a proposé de travailler sur comment utiliser les outils de la génétique animale appliquée à du végétal, comment on retravaille ça. Et à ce propos, il y a une conférence d'INRAE demain sur le stand à 14h30 sur le recouplage animal-végétal sur les systèmes d'élevage. Voilà. Merci, l'invitation est lancée. Il y a d'autres interventions dans la salle? C'est pas forcément pour rebondir sur ce que vous venez de dire, mais c'est quand même dans la continuité. Et Michel y a fait plus qu'allusion. On parle de R&D. Bon, moi je parle de R&D et de vulgarisation. Parce que chercher, c'est pour aussi être appliqué. Et quand on parle de R&D, on parle souvent, c'est les fameux 3P. Je sais pas si vous connaissez tous les 3P. Hein, c'est d'avoir des projets avec public, enfin les financements publics et les financements privés. Il faut bien équilibrer toutes les filières et toutes les races ou les filières n'ont pas non plus les mêmes moyens pour le 3e P. Donc, quand tu parlais effectivement de multiplication et de transfert, de technologie d'une espèce à l'autre, d'une race à l'autre, etc. Ça, faut absolument, je pense qu'aucun projet, ça c'est complètement personnel, ne devrait être validé sans cet objectif. Il doit y avoir du transfert. Et puis, il faut qu'il y ait après cette prise de conscience que le P privé, le 3e, tout le monde n'a pas la force d'y aller. Le collectif des races locales a été créé dans ce but-là, puisque des toutes petites races en effectif par rapport aux grandes races, d'un seul coup, 3 millions de brebis, 500 000 vaches, ensemble, on arrive à conduire. Mais c'est encore pas toujours suffisant. C'est pas toujours suffisant. Donc, il y a cette prise de conscience de la mutualisation, de s'associer, et déjà se faire reconnaître dans ces trajectoires, parce que, je sais pas, moi, la Salaire n'a pas forcément les mêmes convictions que la Primolstein ou que la Charolaise. Je mélange du lait et de la viande, mais voilà. Et là, il doit y avoir aussi, il n'y a pas que le privé, quoi. Il y a aussi l'État qui doit intervenir et qui doit donner aussi des signes, quoi. Qui doit donner aussi des signes. On n'arrose pas. On fait des choix et on les fait appliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoutez, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour les questions et les échanges. J'ai trouvé que c'était riche.
Et puis donc rendez-vous demain à 14h. Demain, rendez-vous à 14h sur le stand de l'INRA pour être sûr d'y être à 14h30. Voilà.